Jean-Pierre Després, il est directeur scientifique de Vitam, centre de recherche en santé durable spécialisé dans l'obésité, les maladies chroniques sociétales. Jean-Pierre a pu entendre l'échange du début de l'émission. Bienvenue à Cube. Merci. Intéressante conversation que vous avez eue. Tout à fait. Qu'est-ce que ça dit sur nous, ça, quand on voit la pénurie de génériques, justement, dans les pharmacies, où certaines pharmacies vont commander, puis on voyait ça dans le journal là, ce matin, on veut 10 génériques, on va en obtenir 3 parce que tout le monde se les arrache. Qu'est-ce que ça veut dire sur nous, ça? Permettez-moi peut-être de commencer par justement un regard sur la conversation que vous avez eue. Moi, vous savez, les discours moralisateurs par rapport à l'obésité, j'ai étudié ça toute ma vie. Ça fait 40 ans que je fais de la recherche dans le domaine. Obésité, c'est un mot que j'aime pas, premièrement, parce que tu dis à une personne, t'es obèse. Avez-vous pensé à quel point c'est humiliant, stigmatisant de dire ça à une personne, comme si c'était une affaire de choix. L'autre chose que je dis aussi, à la fin des années 80, en utilisant des techniques d'imagerie, on a été les premiers au monde à dire que l'obésité, c'est pas ce que vous pensez, c'est pas le poids sur la balance, c'est où est localisé cet excès de graisse-là. Puis on a montré que être gras par en dedans, avoir de la graisse dans votre cavité abdominale, on a appelé ça l'obésité viscérale. Ça, c'est une forme d'obésité qui est associée au foie gras, à un cœur qui baigne, qui est enveloppé de graisse, à des muscles squelettiques qui sont tout persillés. Vous savez, le steak de mauvaise qualité qui est tout marbré, là. Mm-hmm. Ben, c'est comme ça que vous vous retrouvez si vous êtes gras par en dedans. Puis ça, vous pouvez retrouver ça à n'importe quel poids. Et donc, on a dit, ben, si on peut pas se fier aux pèse-personnes, on fait quoi? En 1994, imaginez, c'est pas d'hier, on a dit, on va suivre l'évolution de votre tour de taille. Et le tour de taille est beaucoup plus sensible à l'évolution de cette graisse-là interne qui est dangereuse. Et après, ce qu'on a montré, c'est que justement, plus à n'importe quel poids, c'est pour ça que je dis aux gens, prenez vos pèse-personnes, mettez-moi ça à la poubelle, plus votre tour de taille est élevé, plus vous êtes à risque pour le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, l'apnée du sommeil, une pléiade finalement de maladies chroniques de société. Alors ça, c'est le premier point, là. Avant de parler d'Ozempic puis des génériques, l'obésité, c'est quoi? Il se dit au Québec, et là je le dis haut et fort, il se dit du gros n'importe quoi sur l'obésité, puis on a fait une affaire de morale, OK? Puis là, je vous entends sur les discours moralisateurs. Moi, je fais plein de conférences gratuites dans les centres communautaires et les bibliothèques pour raconter cette histoire-là aux gens. Deux choses. Les gens me disent, enfin, quelqu'un qui nous garoche pas des leçons de morale puis qui nous dit qu'on devrait manger du foin, vivre comme des végétariens puis faire de l'activité physique puis de l'exercice. On parle, je leur dis, saviez-vous que, OK? Puis après, ben, c'est votre vie, OK? Il y a une boîte à outils, on peut vous informer. Puis il y a une boîte à outils qu'on peut mettre à votre disposition. Mais je regrette, le ministère de la maladie, là, quand vous allez voir votre médecin de famille, vous allez passer, puis nos médecins de famille, là, on a des jeunes, ils sont bons, ils comprennent ça, mais vous avez passé 10-15 minutes avec, il va pas mesurer votre tour de taille, il va pas mesurer ce que j'appelle, moi, les signes vitaux du mode de vie, puis il va pas vous permettre d'être accompagné par des kinésiologues, des nutritionnistes. Alors, tout ce qu'il peut faire, c'est prescrire un médicament, n'est-ce pas? Et donc, ça, c'est la solution facile. Et en plus, tout ce qu'on dit sur ces médicaments-là, parce que c'est une véritable révolution, Francis, vous avez raison quand vous dites, là, c'est une véritable révolution, là, ces molécules-là. Parce qu'on leur découvre des propriétés qui sont extrêmement intéressantes, mais on vend ça comme on vend des voitures. On vend ça comme on vend des voitures. C'est ça. Et on fait miroiter, ben c'est la perte de poids, c'est la perte de poids. J'aimerais peut-être vous poser une question. Ça fait 40 ans que vous étudiez la question, bon, vous n'aimez pas le mot obésité, là, mais disons la question du poids des gens. Il y a différents indicateurs, on en parlait, Isabelle et moi, avant d'entrer en ondes, là, qui montrent une forte augmentation. Là. On dit aux États-Unis, je sais pas, 42%, au Canada, 33% de la population est obèse. Bon, qu'on aime le mot ou pas, il semble quand même se dessiner une tendance à ce que les gens cumulent plus de poids là, dans la société en général. C'est lié peut-être au mode de vie sédentaire, à l'alimentation, mais on peut pas quand même nier, puis tu sais, justement, je veux pas rentrer dans la morale, mais qu'il y a comme un problème, là, je dirais, mais vous avez parfaitement raison, Francis. Tout est dans le narratif après. Alors là, dans mes conférences grand public aussi, je raconte, écoutez, là, on a un modèle socio-économique qui fabrique des maladies chroniques. Écoutez, quand vous prenez, puis vous allez voir où on s'en va avec l'histoire, quand vous prenez nos enfants dans nos écoles publiques, qu'on garde inactifs, qu'on bourre d'aliments hautement transformés, bourrés de sel et de sucre, parce que ça goûte bon. On comprend que ça chatouille des ondes dans votre cerveau.
C'est bon, là, du sucré, là. Mais quand nos enfants sont conditionnés très, très jeunes, ils sont exposés à une alimentation hautement transformée qui est faite passivement sur consommer des calories, puis en plus, on les garde inactifs et sédentaires. Là, je parle pas de l'élite qui est dans le sport-études, là. Non. Je parle de nos enfants qui n'ont pas nécessairement des habiletés motrices importantes. Le tiers, le 35-40% de la classe, là, qui est laissée à elle-même ou lui-même, c'est une tragédie, ça. Alors, imaginez ces enfants-là qui, en plus, consacrent un temps d'écran, puis en passant, on n'a pas de leçons à leur donner, nous, les adultes, parce que nous autres aussi, nos téléphones à poche, on est pas mal là-dessus tout le temps. On est aussi on en fait beaucoup. Ouais. Mais donc, on a un modèle, Francis, on a un modèle socio-économique où on a toute une génération de jeunes adultes qui arrivent déjà, oui, comme vous le dites, et certains d'entre eux accumulent de la graisse au mauvais endroit, puis vont développer prématurément toutes ces maladies chroniques de société-là. Alors déjà au départ, si dans notre modèle d'éducation publique, autant qu'on fait du recyclage, qu'on essaie de sauver la planète, on outillait nos enfants pour les rendre compétents dans une cuisine et moins dépendants finalement d'une alimentation hautement transformés qui contribuent à les tuer prématurément, à les rendre malades prématurément, puis qu'on les exposait aussi à une pléiade d'activités physiques, là. Et si quelqu'un n'aime pas ça courir, ben il y a une pléiade d'activités. Ça peut être d'aller voir les petits oiseaux dans un parc, comprenez? Il y a plein de choses. Faire découvrir à nos enfants, nos adolescents qu'on peut bouger dans le plaisir. Ben là, on se retrouverait avec des jeunes adultes bien outillés pour faire face à cet environnement-là qui est potentiellement toxique. Puis ça, juste faire réfléchir. Moi, je peux vous dire, juste avoir cette réflexion-là avec les parents sur un ton non moralisateur, ça change la donne complètement. Mais ça, vous avez raison, parce que là, on parle de notre façon de penser, nos habitudes de vie. On en vient à ça. Ou on se défait un peu du marketing de tous les produits, de peu importe quoi. Là, on parle du générique de Ozempic, de Wegovy, etc. Mais on pourrait parler du marketing sur le sucre, sur le malbouffe, sur peu importe. Là, on reçoit un paquet de messages, mais ce que vous dites, c'est qu'on revient aux habitudes de vie. Oui, mais après, on réalise que c'est parce qu'on dit toujours, ben, c'est de sa faute, c'est de sa faute. Ben oui, mais c'est parce que je regrette, regardez les immenses inégalités sociales qui existent dans la prévalence des maladies chroniques. Regardez la prévalence d'obésité dans les écoles publiques et les écoles privées, là. Ah oui, il y a une bonne différence. Regardez. Fait qu'il faut outiller, avant d'y aller des leçons de morale, il faut réfléchir à notre modèle socio-économique qui fabrique des maladies. Puis en passant, ben regardez, là, j'en profite pour le dire aussi, les gens confondent trop souvent santé puis soins. Okay? On dépense presque 70 milliards, on a un économiste là, comprend bien ça. Par exemple, presque 70. C'est pas moi qui l'ai dit, Isabelle. J'aimerais juste, j'ai rien dit. Pour que non, mais c'est parce que moi j'entends. Vous savez, quand je parle à mes enfants, là, je leur dis, écoutez, je suis gêné. Vous allez payer des impôts, c'est fou. Vous allez payer pour les erreurs qu'on a faites, nous autres, à confondre la santé puis les soins. Les soins, c'est un puits sans fond. La santé, ça se fabrique dans nos communautés. La santé, ça se fabrique dans nos écoles, ça se fabrique dans nos communautés. Il faut qu'on se donne faut donner accès à tout le monde à des environnements. Au Québec, là, regardez, moi, je dis souvent, j'ai beaucoup trop voyagé dans ma vie en tant que chercheur, faire des conférences partout. J'ai pollué la planète, je m'en excuse, là. Et quand on vient au Québec puis qu'on réalise le territoire qu'on a, les ressources qu'on a, l'eau, les terres immenses, on est un peuple riche, là. On aurait les moyens de produire, transformer puis de distribuer une alimentation compatible avec la santé. On pourrait nourrir sainement toute la population si on le voulait. Après, ben, c'est une décision. Je comprends que c'est politique. Moi, je fais pas de politique partisane, mais je fais de la politique tout court. On a besoin de réfléchir ensemble. C'est quoi le Québec qu'on veut laisser à nos enfants? Et c'est pour ça qu'on en parle avec Francis aujourd'hui. Puis je vous avoue que la messagerie texte explose. Marie-Claude est en ligne. Marie-Claude, vous, que pensez-vous de ces génériques, de ces médicaments-là? Est-ce que c'est la voie de la facilité? Non, moi, je vous dirais que c'est pas facile du tout. Moi, je prends pas de Ozempic. Je prends une autre alternative qui se trouve être le Saxenda. J'ai découvert ça en parlant avec le médecin. J'avais un malaise de prendre de l'Ozempic à cause il y a eu quand même des pénuries. Hein. Ouais. Fait que là, ça, j'étais vraiment pas bien avec ça. Fait qu'elle m'a suggéré ce produit-là, qui est quand même un coupe-fin. Mais dans mon cas, ça a été super efficace.
Avez-vous des effets secondaires? Non, mais il y a une façon de prendre ça, hein? Parce que si on prend une injection complète dès le début, ton système, il y a probablement un choc, je ne sais pas, là. Mais moi, j'ai fait une transition tranquillement. J'ai augmenté de 0,5 sur des longues périodes. Ça fait déjà 2 ans et demi que j'en prends. J'ai perdu plus que 65 livres. Et puis, j'ai pas des chairs molles non plus parce que j'ai perdu un rythme de 2 livres par semaine, quelque chose comme ça, tu sais. C'était vraiment tranquillement. Puis, honnêtement, dans mon cas, ça a été une réussite. Je dis pas que c'est pas de magie, là, hein. Il n'y a pas de baguette magique qui vous fait perdre 65 livres, là. Sauf que, on a plus conscience. Le fait qu'on a une satiété rapide, on a plus conscience qu'on mange trop. Moi, je mange très bien. Beaucoup de légumes, beaucoup de fruits. Par contre, un petit peu trop de sédentarité, ça c'est sûr. Mais on s'aperçoit vite qu'on mange trop. Mais vous avez donc changé votre alimentation. Avec la prise de médicaments, vous changez un peu vos habitudes de vie. Pas beaucoup de sport, mais l'alimentation a changé. Non, l'alimentation reste la même. Comme je dis, on mange très bien. Mais vous mangez moins. Je mangeais trop. Oui. Parce que manger une patate, c'est bien, mais m'en manger 3, c'est trop. C'est une bonne citation, ça, je trouve. On se prend des chandails. Une patate, c'est bien, 3, c'est trop. Prendre un sandwich avec une tranche, au lieu d'en prendre 2, ça fait la différence. C'est l'accumulation de tous ces petits détails-là qui fait que j'ai perdu autant. Est-ce que c'est indiscret de vous demander combien ça vous coûte par mois ou par année? Très cher. Très cher. Les assurances ne payent pas, naturellement. Ouais. Fait que là, je suis rendue à 500 $ par mois. Fait qu'on dirait que j'ai un investissement quasiment d'une auto, là, que je me suis acheté. Mais c'est correct. Moi, je le prends comme ça, puis ça me porte du bien, ma santé est meilleure. Là, le fait d'avoir moins de poids, je marche beaucoup plus. Tu sais, tout s'enchaîne, hein? On bouge plus parce qu'on est moins pesant. Et quand même, 60 livres, c'est 6 poches de patates là, que j'avais sur moi. J'avoue que moi aussi, j'ai un amour pour les patates, mais bravo, parce qu'effectivement, c'est pas évident de garder le cap aussi après tout ce temps-là. Au début, on dirait qu'on est encouragé, puis à un moment donné, c'est plus dur. Ben, moi, c'est ma balance qui m'encourage. Je ne me paye pas tous les jours, là. Je m'en paye une fois par semaine, puis c'est assez. Puis je me mets des petits bonhommes sourires, des petits bonhommes tristes. Ça dépend. Je peux augmenter aussi, là. Mais je m'aperçois, OK, bon, cette semaine, oui, c'est vrai, j'entends mon petit signal dans ma tête qui dit, OK, arrête de manger. Ah, c'est tellement bon, je continue. C'est ça le problème. Il faut pas faire ça, il faut s'écouter. Ce que beaucoup de gens ne font pas. On n'écoute plus notre société. Non, on est trop dans le jus. Ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Marie-Claude, on vous met un bonhomme sourire pour votre intervention. Comme je vous dis, c'est pas un miracle. Puis le Saxenda, en tout cas, quand c'est bien pris, je pense que ça donne des bons résultats. Merci pour votre témoignage. Bonne journée. Merci. Bye-bye. Jean-Pierre Després, on parlait de notre perception, de pas faire de morale. Mais vous pensez quoi de la prise de médicaments comme celle dont Marie-Claude mentionne ou encore Ozempic ou les autres dérivés? Bien, écoutez, on a plein d'exemples comme ça de gens que leur vie est... Je reviens là-dessus, ces molécules-là. Vous savez, pour décrire la façon dont ils fonctionnent de façon très, très simple, on pensait que notre intestin, quand on consommait des calories, c'était un sac à poubelle, on digérait les aliments, puis ça nous fournissait de l'énergie. Là, ce que des chercheurs ont découvert, puis entre autres, le Dr. Dan Drucker à l'Université de Toronto était un des pionniers du domaine, c'est qu'après un repas, notre intestin, il produit des molécules, des petites molécules qu'on appelle les incrétines, qui non seulement améliorent l'effet de l'insuline, mais qui viennent aussi chatouiller des zones dans notre cerveau qui nous disent « Hey, j'ai plus faim, j'ai plus faim ». Et donc, ce qui a été trouvé, ces molécules-là, au début, ont été utilisées dans le traitement du diabète de type 2. Puis là, on s'est rendu compte qu'un des effets secondaires, c'est que les patients perdaient beaucoup de poids. Et là, il y a des études cliniques qui ont été faites, effectivement, chez des patients qui ont un diagnostic d'obésité, mais qui ont aussi des signes de maladies cardiovasculaires. Non seulement les patients perdaient du poids, mais il y avait une réduction du taux d'événements cardiovasculaires. Ça a été une véritable révolution. Fait que chez les bons patients, ces molécules-là, avec ces mécanismes d'action-là, peut absolument avoir un impact très important sur les trajectoires de vie en santé de ces personnes-là et avoir un impact aussi sur, encore une fois, l'obésité à risque.
Mais je reviens sur le point que je mentionnais tout à l'heure, comme madame, là, mettez votre pèse-personne à la poubelle, puis surveillez l'évolution de votre tour de taille. Votre tour de taille a diminué. Bravo, madame, parce que vous profitez de cette opportunité-là pour prendre conscience de ce que vous mangez. Dans les grands essais cliniques, là, imaginez, évidemment, les patients traités avec ces molécules-là perdent énormément de poids, mais on n'a même pas rapporté ce qu'ils mangeaient. Est-ce qu'ils mangent mieux? Est-ce qu'ils mangent moins de sucré? Est-ce qu'ils mangent moins de cochonneries? C'est quand même pas banal. Il faudrait rapporter ça dans les... J'ai publié un éditorial il y a une couple de semaines dans une revue de cardiologie américaine avec un collègue cardiologue américain où on dit comment se fait-il que ces données-là sont pas rapportées? On a des milliers de patients qui ont été sous ces molécules-là, puis on rapporte même pas dans les publications scientifiques et médicales. Ils mangent quoi, les patients sous ces molécules-là? Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point aussi, indépendamment de ces molécules-là, si vous perdez beaucoup de poids rapidement, vous allez perdre de la masse musculaire. Et ça, c'est pas nécessairement un effet du médicament en soi, c'est le fait que vous mangez pas, puis si vous bougez pas, ben la façon de maintenir votre masse musculaire, c'est de bouger. Même chose, on rapporte pas dans ces études-là le niveau d'activité physique des patients qui ont participé à ces études-là. Fait qu'imaginez si, comme madame, là, si on avait l'opportunité, en plus, parce que pour cette dame-là, c'est une véritable révolution, en fait, elle n'a plus faim, elle est capable donc de recalibrer ses habitudes. Si elle était accompagnée par une diététiste, une kinésiologue, pour dire, parce que là, madame, vous êtes à loyer, là. Vous payez un loyer, puis ça vous coûte cher, on l'a entendu, là. C'est un cardiologue américain qui parle de cette expression-là, la perte de poids à loyer, là. Vous êtes à loyer, OK? Mais là, il y a une formidable opportunité, si on vous en donnait l'opportunité, si le ministère de la Maladie vous en donnait une opportunité, de recalibrer. Comprenez? C'est la bonne période pour recalibrer ses habitudes de vie. La madame disait qu'avant, finalement, l'exercice, j'aime pas trop ça. Mais il y a une opportunité, il y a une fenêtre d'opportunité pour aider ces patients-là. Mais ce que vous dites, est-ce que ça se peut sans médicaments? Bien sûr que ça se peut sans médicaments, mais il va y avoir des patients pour lesquels ça va être très difficile. Puis moi, je suis pas dans le discours moralisateur. On n'est pas là, on discute. On n'est pas dans le moral. Moi, je dis aux gens, écoutez, c'est quoi la vie que vous voulez? Avez-vous pensé que des fois, on m'accroche à l'épicerie, j'aimerais ça perdre du poids, d'après, avez-vous des conseils à me donner? J'ai aucun conseil à vous donner. J'ai dit, si vous voulez, on va faire l'épicerie ensemble, regardez pas ce que je mets dans mon panier. Hein? Ça, c'est la première condition. Puis deuxièmement, vous allez me parler de votre vie. C'est quoi que vous voulez faire de votre vie? Puis comment vous voulez que ça se termine? Je suis qui, moi, pour vous donner des conseils? Par contre, à partir du moment où je saurai c'est quoi vos priorités, c'est quoi que vous voulez faire dans la vie, exactement ce que vous disiez tout à l'heure, Francis, ben là, OK, là, il y a une boîte à outils, on va mettre de la science disponible, on va la rendre disponible, puis ça peut... Mais en ce moment, dans tout ce débat-là sur la pertinence de cette nouvelle classe de médicaments-là, je reviens là-dessus, c'est une véritable révolution. On ne parle que de ça et de la perte de poids, puis on instrumentalise parfois des patients en disant, ben regardez, ça a changé ma vie. Oui, ça a changé votre vie, mais c'est parce que c'est pas de vous qu'on parle quand on parle de ces molécules-là. On va beaucoup plus loin que ça, puis on vend ça comme on vend des voitures. Alors que si on en faisait vraiment une question de santé physique, mais aussi psychologique, parce que je suis qui, moi, pour dire, non, là, ça, c'est de ta faute, c'est de ta faute si tu as ce poids-là. Non, on n'est pas dans le discours moralisateur. Non, mais ici non plus, là, on veut juste essayer de comprendre. Andréane Martin, fondatrice de la clinique Epithelia, elle est experte en nutrition. Vous entendez la discussion, on vous voit hocher la tête. Donc, côté nutritionniste maintenant, cette voie-là de Ozempic, vous en pensez quoi? En fait, là, dans l'équipe, on a toujours cru que c'était un outil parmi tant d'autres. La perte de poids, c'est multifactoriel et les outils pour atteindre finalement nos objectifs de poids dans un contexte où ils sont réalistes, évidemment en fonction de notre génétique, de notre contexte, de notre environnement et ainsi de suite. Donc, c'est un outil parmi tant d'autres. Mais c'est un outil qui doit être judicieusement utilisé. Ça, c'est super important. Et les nutritionnistes de mon équipe disent toujours, tu sais, Andréane, quand les gens sont sous agonistes de GLP-1, donc Wegovy, Ozempic et autres, la structure nutritionnelle devient encore plus importante que dans un contexte, on va dire, sans médication. Parce qu'ils mangent moins, dans le fond, c'est ça, j'imagine. Ils mangent moins, exact. Donc, un peu comme Dr Després l'a mentionné, finalement, on vient imiter l'incrétine, la GLP-1, donc qui a un impact sur la satiété, qui a un impact au niveau de la vidange gastrique. Donc, on digère
plus lentement. C'est ce qui fait qu'on a moins faim rapidement. Puis c'est ce qui fait aussi qu'on peut avoir des problèmes de constipation aussi. Donc, c'est une des principales raisons de consultation chez nous, puisque notre expertise est en santé digestive. Donc, on se retrouve à gérer la constipation qui est l'effet secondaire. Donc, les gens mangent moins. Et on l'a vu dans la littérature, même après 1 mois sous cette médication-là, on commence à avoir des déficiences nutritionnelles s'il n'y a pas de structure alimentaire mise en place. C'est quoi l'impact d'une déficience alimentaire, justement, parce qu'il manque de nutriments, on mange pas assez, parce que ça coupe la faim? C'est quoi les conséquences de ça? Docteur Després en a mentionné une tout à l'heure, c'est une perte de masse musculaire. Puis oubliez pas que quand on perd notre masse musculaire parce qu'il n'y a pas assez de protéines dans nos assiettes ou parce on compense pas avec l'activité physique, par exemple, bien finalement, on a une diminution de la chose qui brûle des calories pour nous au repos. Alors imaginez la journée où vous allez devoir arrêter la médication pour une raison X, Y, Z ou juste à cause de vos finances. Bien là, vous avez perdu votre masse musculaire, vous avez perdu votre brûleur de calories naturelles. Puis on parle même de masse osseuse, non? Exactement, la densité osseuse, c'est ce que j'allais dire. Donc, on pense à la même chose. Diminution de la densité de la télépathie. osseuse. Mesdames, je peux m'en aller, Voilà. si vous voulez. Non, reste. Ta lumière est intéressante. Perte de densité osseuse. Alors, on ne veut pas se fracturer la hanche à l'âge de 55 ans. Là, ça ne fonctionne pas du tout. Donc, perte de densité osseuse. Puis, ce qu'on voit aussi, c'est beaucoup de fatigue qui s'installe. Puis là, je suis certaine que s'il y a des gens qui nous écoutent, vont dire ben oui, c'est vrai, depuis que je prends Ozempic ou autres médicaments, justement, je ressens davantage ce brouillard mental-là ou cette fatigue-là. Puis on a dit, ben constipation parce qu'on mange moins de fibres. Puis vous savez, moi, je parle de microbiote intestinal depuis 15 ans. Alors, c'est sûr que si vous coupez vos fibres alimentaires, ben vous allez diminuer finalement l'élixir, ou je vous dirais la nourriture par excellence des bonnes bactéries dans votre microbiote. Ces bactéries-là, elles doivent être nourries pour avoir des impacts sur votre santé globale, le tant physique que mental. Sur la messagerie, quelqu'un qui nous dit « Moi, depuis 8 ans, je mange entre 18h et 22h, donc je jeûne le reste du temps. Le reste du temps, c'est de l'eau, du café noir. Aucune diète, pas de sucre, pas de prise de poids, rien. » Ça, c'est sa technique. Cette personne vient de Lanaudière. Quand on parle de perte de poids, est-ce que vraiment la prise de médicaments est nécessaire? Parce que là, on entend des témoignages de gens pour qui ça fonctionne. Ça coûte très cher, mais ça fonctionne. Mais c'est comme si la façon dont on place le marketing, ça devient la solution. Vous en pensez quoi, vous? On est tous uniques. On a des gènes uniques, on a un microbiote intestinal unique, on a un contexte de vie unique, un environnement socio-économique unique. Alors, il n'y a pas une façon de faire qui va donner les mêmes résultats pour tout le monde. Alors, dans certains contextes, la médication va être nécessaire parce que justement, on a de la difficulté à écouter nos signaux de satiété, entre autres. Donc, ça peut être une option intéressante, un outil de plus. Mais s'entraîner à les écouter, justement, à ralentir, à changer notre façon. Il n'y a pas un bout où on peut le faire sans médicaments? Oui, définitivement, mais peut-être que Dr Després pourra compléter avec moi, mais il vient un temps aussi où est-ce que l'obésité est tellement importante, on a énormément de molécules inflammatoires qui circulent en dedans de nous, puis on atteint un certain niveau où ben ça prend une espèce de déclencheur là où on va réussir finalement à aller chercher cette perte de tour de taille-là graduelle et graduellement justement, ben là on va se sentir plus motivé à faire des changements dans notre alimentation, plus motivé à écouter nos signaux de faim, nos signaux de satiété, plus motivé à bouger. Donc des fois, la porte d'entrée est par là, mais c'est pas nécessaire de rester là tout le temps. Ensuite, il faut travailler les bases qui vont nous aider pour notre santé globale. Si je peux me permettre, tout à fait d'accord avec Andréane, Isabelle. Vous savez, c'est un mythe de dire que tu es obèse, c'est de ta faute. Ah non, mais je dis pas ça du tout, là. Non, je sais, mais je veux dire, je sais, mais il y a quand même des gens qui pensent ça profondément. Moi, je peux vous dire que encore une fois, tout ce débat-là doit être basé sur l'évaluation d'une trajectoire de vie en santé d'une personne. Puis quand une personne a besoin de ce type de médicaments-là pour améliorer sa santé, ces médicaments-là sont une véritable révolution dans la boîte à outils qui est disponible pour s'occuper, entre autres, de ces formes-là. Vous savez, quand vous avez faim, là, 24 heures sur 24, vous avez bien beau dire, là, on va recalibrer votre alimentation. Tu as faim parce que tu as des variants génétiques qui font que tu as tout le temps faim. Fait que tu as bien beau dire à cette personne-là, tu devrais moins manger. J'entendais j'ai des collègues, amis spécialistes de cliniques d'obésité aux États-Unis qui me disaient, une de mes patientes m'avait dit, vous savez, docteur, je vous tuerais là, si vous barrez le frigo parce que j'ai faim. Non, c'est souffrir de la faim, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Et puis moi,
Je peux vous dire que si j'avais une obésité viscérale, que j'avais un diabète de type 2, j'avais une maladie cardiovasculaire, puis j'étais pas capable de recalibrer pour une raison ou pour une autre mon mode de vie, vous pouvez être certain que ces molécules-là, je les utiliserais parce que ça améliorerait considérablement tous mes indicateurs de santé. Le dernier point, par exemple, par rapport à ces médicaments-là, puis j'entendais le docteur Rabassa-Loret élaborer là-dessus. Vous savez, ces médicaments-là sont sur le marché depuis quelques années. Je l'ai dit tantôt, lorsque vous mettez là-dessus, vous êtes à loyer, là. Vous recalibrez ça va vous aider à recalibrer votre mode de vie si vous avez de l'aide, comme des gens comme Adrienne pour vous aider là-dessus. Mais on n'a aucun recul à long terme, là. Imaginez si vous avez 40 ans, allez-vous être sur ces molécules-là pendant 10, 20, 30 ans? Parce qu'aussitôt que vous allez arrêter, si on vous a pas accompagné au moins. Puis il y a des études qui nous montrent qu'effectivement, quand on vous accompagne avec des ressources, c'est plus durable. Même quand on arrête le médicament, il reste un effet résiduel. Mais si vous n'avez rien fait, vous allez revenir à la case de départ. On parle beaucoup, Isabelle, puis on va se laisser là-dessus, j'imagine, mais tu sais, du poids, puis du corps, puis du microbiote. Puis je suis fasciné autant que vous, chers amis, sur tout ça. Mais un angle, je pense, qui est aussi important, puis on se reprendra peut-être, mais c'est tout le volet de la santé mentale aussi qui vient, évidemment, avec tout ça. Tu sais, je te le disais, j'ai des gens autour de moi qui ont passé leur vie à faire des régimes, puis à se priver, puis tu sentais que moi, ça j'en fais partie, une place dans leur tête, genre que ça vivait dans leur tête en permanence. Puis là, soudainement, ils ont pris ça. Puis tu sais, c'est comme quasiment une libération psychologique, là, après, avec tous les autres éléments dont on a discuté aujourd'hui, mais qui ont comme arrêté d'y penser parce qu'il n'y avait plus faim, parce qu'il n'y avait plus le sentiment de voir. Fait, il y a quelque chose aussi, tout ce pan-là de cette médication-là qui est quand même assez fascinant. Puis je serais très intrigué, puis on aura l'occasion d'en reparler certainement quelques fois avant notre mort, toi et moi, mais tu sais, justement, dans 20 ans, qu'est-ce que ça va avoir eu comme impact, cette drôle de période-là où c'est apparu sur nos radars. Même sur l'aspect psychologique, j'ai eu des troubles alimentaires quand j'étais jeune. Florence aussi, on en parlait. Si on m'avait donné Ozempic, ça n'aurait pas été de m'aider, ça aurait été plutôt une consultation psychologique qu'il m'aurait fallu. Peut-être. C'est là où des fois où la nuance, puis c'est pas de juger ceux qui le prennent. C'est là où des fois je me questionne, mais oui, on pourra en reparler. Jean-Pierre Després, directeur scientifique de Vitam, merci d'être passé à l'émission. Andréane Martin, fondatrice de la clinique Epitelia aussi. On pourra reprendre ça parce que ce sujet-là est inépuisable. On vous souhaite une belle journée. Merci. Vraiment, bonne journée.